Bonjour Alassane Seouti. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté l'interview dans le projet d'EPE, Parlons ensemble, parlons énergie. On va commencer par une présentation de votre parcours et votre rôle en tant qu'enseignant-chercheur dans l'université de Hassan II. Merci. Tout d'abord, je tiens à vous souhaiter la bienvenue chez nous, les bienvenus au Maroc, les bienvenus au sein de l'université Hassan II de Casablanca. Et je suis très heureux de vous rencontrer dans ce lieu académique pour un projet que j'espère académique et de travail très important en matière d'énergie. Je tiens aussi à vous féliciter et à remercier vos encadrants d'avoir choisi le Maroc comme un pays modèle, comme un pays exemple, et j'espère qu'il va apporter beaucoup, soit au sein de votre travail lui-même, mais aussi pour ceux qui auront à consulter et à travailler à travers votre projet et votre travail. Alors moi, actuellement, je suis professeur ici à l'université Hassan II de Casablanca. J'assure la fonction de chef de département et de directeur d'un laboratoire de recherche hautes énergies et matières condensées. Mon itinéraire, je suis un pur physicien nucléaire, donc j'ai fait toutes mes études à l'Institut de physique nucléaire de Lyon. Donc depuis le bac, je suis resté 7 ans, juste 7 ans. Je suis passé à Lyon pendant 7 ans, j'ai fait un doctorat de 3e cycle, et après un doctorat d'État. Alors pour faire vite, donc ça fait une trentaine d'années, même si je suis encore jeune, ça fait une trentaine d'années que je suis ici au sein de ce département. Alors je tiens à vous dire quand même que j'ai commencé par travailler au sein de l'Office national de l'électricité, dans lequel j'ai participé à la première étude de site de faisabilité de la première centrale électronucléaire marocaine. Donc ça nous fera passer sans transition au rôle que pourrait avoir l'énergie nucléaire au sein du mix énergétique marocain. Mais du coup, on va aborder cette question directement. Comment le nucléaire est perçu ici? Est-ce qu'il va avoir un futur rôle dans le mix énergétique au Maroc? Très bien. Alors le Maroc, il a une stratégie énergétique. Il a une stratégie énergétique qui a été dictée par la lettre royale en 2009, qui a été lue pendant les assises de l'énergie. Et pendant ces assises de l'énergie, le Maroc, il a tracé sa stratégie. Dans cette stratégie, il y avait un mix énergétique où, bien sûr, il y a une part des énergies renouvelables, une part du fossile, qu'on ne peut pas éliminer, et puis il y avait une part du nucléaire. Et la part du nucléaire, il était prévu qu'il y aurait une première centrale électronucléaire dans l'horizon 2030. Alors actuellement, comme vous le savez, le Maroc a un grand projet ambitieux en matière d'énergie renouvelable, et en particulier en matière d'énergie solaire. C'est une décision politique qui a été prise au plus haut sommet de l'État, et tout le Maroc maintenant est mobilisé pour réussir ce projet de transition énergétique, de transition d'énergie renouvelable. Néanmoins, nous ne pouvons parler d'énergie renouvelable qu'en parlant d'un mix énergétique au sein duquel toutes les formes d'énergie trouvent leur part. Parce que le nucléaire, en particulier, est là sa part, il doit avoir sa part, et la première centrale électronucléaire marocaine doit avoir lieu entre Safi et Essaouira pour participer, je dirais, à hauteur de 20% à la production de l'énergie nationale. Vous savez qu'à l'horizon 2030, le Maroc s'est tracé les 20-20-20, 20 du solaire, 20 de l'hydraulique et 20 du wind, de l'éolien. Donc il y a aussi, il faut mettre, là aussi, il faut qu'il y ait, moi j'ajouterai au moins les 20% du nucléaire. Pourquoi le nucléaire? Le nucléaire au Maroc est indispensable pour plusieurs raisons. Le nucléaire, on ne peut pas échapper à l'évolution industrielle et technologique qu'il apporte. Le Maroc a la chance d'avoir un partenaire privilégié qui est la France. Et la France est la première nation nucléaire à travers le monde. Et le nucléaire en France, bien sûr, le nucléaire, il a aussi ses avantages et ses inconvénients, on pourra revenir dessus. Mais le Maroc doit s'arrimer à cette évolution qui a commencé depuis les années 60 en France. Donc il faut aussi qu'il participe à faire développer son industrie par la partie nucléaire. Je passe sans transition aux énergies renouvelables. Là aussi, vous avez remarqué qu'il y a une sorte d'euphorie. Pas seulement au Maroc, je pense que c'est à travers le monde, que les gens parlent tous de la solution miracle qui est l'énergie renouvelable, de la solution miracle qui est le soleil. Tout le monde dit, nous avons 300 jours de soleil par an, donc on va avoir de l'énergie gratuite. Mais je pense que c'est un peu vite
annoncer des slogans sans connaître exactement ce qu'il y a derrière. Et pour revenir un petit peu au nucléaire français, vous avez, enfin au nucléaire marocain, vous avez comparé à la France, mais la France, du coup, elle a dans son mix énergétique électrique 80% de nucléaire. Et aujourd'hui, elle se retrouve face à un mur assez important. Et du coup, comment vous vous positionnez par rapport à... Alors, bien sûr, la France, elle était au tout nucléaire. Moi, je n'ai pas dit au tout nucléaire. J'ai dit le Maroc, maximum 20%, donc au sein du mixte. Parce qu'on ne peut pas avoir une production qui est d'une seule source. Il faut avoir un multisource. Si je suis bien les informations en France, il paraît que le projet, c'est de réduire à 50%. Bon, là, ça commence à être raisonnable. Je dirais, comme vous le savez, même dans la vie, il ne faut pas d'excès en tout. Donc, même pour la France, je pense qu'ils sont en train de réviser pour réduire, je crois que c'est à l'horizon 2050, pour réduire au plus à 50% de la production du nucléaire. 2030 serait l'objectif. Ah, c'est 2030, d'accord. Bon, plutôt sera le mieux. Plutôt sera le mieux pour permettre aussi aux autres formes d'énergie d'avoir leur part. Alors, je reviens chez moi, au Maroc. Donc là aussi, je dis qu'il ne faut pas qu'on mise tout, ni sur le renouvelable, ni sur le solaire, ni sur le fossile. Il faut qu'on ait un mixte où le nucléaire aussi a sa part, avec ses avantages et avec ses inconvénients. Et toute forme d'énergie a ses avantages et a ses inconvénients. Vous pouvez les lister, les avantages et les inconvénients du nucléaire? Le nucléaire, il a beaucoup d'avantages. Le nucléaire, vous le savez qu'il suffit d'investir au départ pour la suite pouvoir avoir une énergie maîtrisable, pérenne, stable. Ça, c'est très important. Un avantage du Maroc, que le Maroc, je vous l'ai dit, le Maroc pourrait devenir le premier pays producteur d'uranium dans le monde, grâce à l'uranium qu'il a dans ses phosphates. Le Maroc est le premier producteur de phosphate dans le monde, donc si il exploite l'uranium qu'il y a dans ses phosphates, il n'aura pas de problème de ressources. Bien sûr, il y a maintenant le problème, comme j'ai dit, industriel, de l'enrichissement, etc. Et là aussi, nous avons notre partenaire privilégié. Bon, pas seulement, mais entre autres, la France pour cela. Donc ça, c'est un avantage pour le Maroc. Et je dirais même, le Maroc doit développer son industrie de l'uranium, même s'il n'a pas de programme nucléaire. Donc ça, c'est une valeur ajoutée pour son programme nucléaire. Vous le savez tous, il n'y a rien à cacher, le nucléaire, et là encore le problème des déchets. Et là encore le problème de démantèlement. Mais comme j'ai dit, toute industrie, elle a ses problèmes. Et là, c'est l'investissement qui est coûteux et l'évolution. La science est en train d'évoluer, l'industrie est en train d'évoluer et je pense dans les 10, 15, 20 années à venir, il y aura d'autres solutions plus importantes qui vont être trouvées pour le retraitement et pour le démantèlement. Donc voilà, c'est un peu les inconvénients de... Ne me dites pas que les énergies renouvelables n'ont pas d'inconvénients. On pense qu'elles en ont. Et que pensez-vous de la sécurité nucléaire? Souvent, en France, c'est un des gros freins, c'est le côté sécurité. Alors, vous parlez de côté sûreté ou sécurité? Les deux. Alors, côté sûreté, il n'y a pas de problème. Côté sûreté, parce que sûreté, c'est protéger l'environnement et l'humain. De ce côté-là, je pense que la technique, tout est maîtrisé. Toutes les centrales, que ce soit pour la production d'électricité, les centrales de puissance, que ce soit pour les petits réacteurs de recherche, la sûreté est bien maîtrisée. Maintenant, la question de sécurité, effectivement, commence à se poser depuis l'avènement de 2001, donc depuis septembre. Et bien là aussi, nous sommes tous en train de participer à des formations, à ce qu'on soit protégé, à ce qu'on soit, à éviter tout acte malveillant par rapport aux objets nucléaires, à la matière nucléaire, que ce soit la matière radioactive ou que ce soit les produits de fission. Donc là, effectivement, il y a un effort à faire. Et là, vous me faites passer aussi sans transition à la formation. Et là, la formation est très importante. C'est pour ça que toutes les institutions de formation, comme chez nous, les universités, les écoles d'ingénieurs, doivent inclure dans leur cursus un curricula de sécurité, et en particulier sécurité nucléaire. Maintenant, vous le savez, malheureusement, avec ce qui se passe dans le monde, tout doit être sécurisé. Et en particulier, les produits chimiques aussi. La matière chimique, elle est dangereuse. Donc, comme on protège, comme on doit sécuriser les produits chimiques, on doit sécuriser les produits nucléaires. Et là, je dis, moi, la sécurité, on vient de l'introduire, nous, dans notre master, il faut que ce soit une formation transversale. J'espère que vous l'avez aussi dans votre cursus, pour au moins être, ce qu'on dit en anglais, j'aime awareness, ça veut dire faire attention aux problèmes qui existent. Aujourd'hui, on a des gros soucis avec l'EPR, à Flamanville, etc. Que pensez-vous de cela?
Vous savez, je suis un physicien nucléaire, je ne vais pas vous le cacher. Pour moi, tout problème a une solution. Il suffit d'investir. Effectivement, ça demande un investissement colossal. Et les seuls pays qui sont capables de faire ça, c'est les pays européens, unis. Je pense qu'ils pourront résoudre ce problème, mettre de l'argent dans la recherche, encourager les gens à faire de la recherche, encourager l'innovation. Ne pas oublier aussi le tiers-monde, chercher parce qu'il y a aussi des gens dans le tiers-monde qui peuvent participer à cette innovation et trouver des solutions adéquates à ces problèmes. Mais je pense qu'ils pourront être trouvés. Mais si on met de l'argent dans la recherche pour le nucléaire, on en mettra peut-être moins du coup dans la recherche pour le renouvelable, qui nécessite aussi beaucoup d'améliorations en termes de stockage, de gestion de réseau, etc. C'est un pari. Tout à fait, je suis entièrement d'accord avec vous. Là, c'est les politiciens, c'est aux politiciens de trouver cet équilibre, de voir justement comment équilibrer. Et comme je vous ai dit, le parfait n'est pas de ce monde, donc aucune énergie n'est parfaite. Il faut trouver l'équilibre, doser un peu d'énergie, un peu investir dans le nucléaire, investir dans le renouvelable. La recherche-développement, de toute façon, elle est inévitable. Et là, bon, je tiens à saluer tous les États. Vous savez maintenant, le développement, il est lié au budget qui est octroyé à la recherche-développement. C'est lié, il y a une béjection entre tout pays développé, elle réserve un certain pourcentage important de son PIB à la recherche-développement. Et j'espère que le Maroc aussi va augmenter sa participation à la recherche-développement et augmenter la coopération avec les pays qui sont en avance pour pouvoir bénéficier de leurs expériences. On va parler un petit peu de l'extraction de l'uranium. Vous dites qu'ici, il y a un potentiel. Connaissez-vous le processus qui permet d'extraire l'uranium du phosphate? Oui, le processus maintenant, il est publié. Tout est sur Internet maintenant. Il y a les gens qui le font. Maintenant, ça se fait partout. D'ailleurs, vous avez bien fait de... Bon, je saisis l'occasion pour rendre hommage à un collègue et ami jordanien qui vient de monter une station pilote. J'espère pouvoir avoir l'occasion, il m'a invité d'ailleurs pour aller la visiter, une station pilote pour l'extraction de l'uranium à partir des phosphates jordaniens. Donc la même chose peut se faire pour tout phosphate dans le monde. Le processus est connu, c'est un processus chimique avec des solvants, avec des transformations, et ça se fait sans aucun problème. Maintenant, pourquoi ça ne se fait pas encore à l'échelle industrielle? Tout simplement parce que les coûts de l'uranium dans le marché sont encore favorables à extraire de l'uranium directement du minerai. Il y a des minerais d'uranium, donc c'est encore pas cher. Le jour où le prix sera concurrentiel, où le coût sera réduit, donc bien sûr sur le marché, l'uranium sera extrait des phosphates, sera aussi vendu sur le marché. Et là, le Maroc, comme je vous dis, puisqu'il a beaucoup de phosphates, il pourra utiliser son uranium qu'il a dans ses phosphates. Et il sera le premier producteur mondial, je vous rappelle. Mais de l'uranium, il y en a encore des quantités assez importantes, a priori. Importante, c'est vous qui le dites. Importante pour quand? Pour combien de temps? Pour 50 ans, je crois, au moins. Oui, mais 50 ans, c'est peu. 50 ans, c'est demain. Non, c'est tout relatif. Tout est relatif. D'accord, bon, mais les minerais, toute ressource naturelle qui existe, il est épuisable. Vous savez, tous les minerais, ils ont une durée de vie. Donc maintenant, il y a l'uranium, comme je vous dis, dans d'autres qui sont liés à d'autres minerais, comme les phosphates. Il y a l'uranium dans l'eau de mer. Pour le moment, on n'en a pas encore besoin, comme j'ai dit, mais si le nucléaire se développe, malheureusement, vous savez, avec Fukushima et Tchernobyl, ça s'est aplati. Mais si ça avait pris l'élan qu'il avait pris au début, maintenant, peut-être on serait en train de chercher d'autres solutions pour avoir plus d'uranium dans le monde. Mais pour le moment, comme j'ai dit, c'est encore suffisant d'utiliser l'uranium des minerais. Vous avez tout à l'heure critiqué un petit peu les ENR, peut-être... Critiquer, non. Non. Amener une nuance dans le débat. Est-ce que vous pouvez lister les principaux inconvénients qui vous font nuancer votre avis sur le... Alors, bon, c'est simple. Maintenant, bon, tout le monde le sait. C'est normal, on a vécu cette euphorie, comme on dit, c'est comme ça qu'on dit bon, au début. Mais maintenant, on commence à se rendre compte de problème de stockage. Il ne faut pas le cacher. Le problème des éoliennes, le problème des bruits, le problème d'influence sur l'environnement, le problème de production de l'énergie. On dit énergie zéro carbone sans tenir compte du carbone utilisé pour produire les produits. Donc tout ça, c'est des choses, je pense, dont il faut tenir compte quand on veut juger. Et pas rester, je suis sûr que vous avez discuté avec beaucoup de gens et que tout le monde était sur cette joie de l'énergie renouvelable qui est la solution de tout. Vous allez visiter la station Nour, vous allez voir rien que la multitude de miroirs que vous avez, rien que l'entretien de ces miroirs. Posez-vous la question. Dans les pays où il y a du sable, quelle solution apporter? Je pense qu'il y a d'autres inconvénients. Bien sûr, c'est le début. Et avec le temps,
bon, je ne dirais pas les inconvénients, mais je les appellerais contraintes, parce que c'est des contraintes techniques, c'est tout à fait normal. Les gens maintenant ne se rendent pas encore des contraintes techniques qui vont s'opposer au fur et à mesure, avec le temps, avec l'utilisation du matériel, avec l'amortissement du matériel, avec le matériel qui va tomber en panne. Alors maintenant, je parle des pays en voie de développement, du matériel qui a besoin d'entretien permanent, de personnel qualifié pour assurer cet entretien. Donc tout ça, il faut qu'il accompagne ces énergies renouvelables pour éviter, bien sûr. Je ne suis pas contre, comme j'ai dit, attention, il faut bien nuancer. Je dis qu'il faut aussi tenir compte de leurs contraintes. Peut-être aussi pour le nucléaire, on a sous-estimé le démantèlement. Au début aussi, on a dit, tiens, l'uranium, on va avoir l'atome, on va avoir de l'énergie de l'atome facilement. Peut-être, dans les années 50 ou les années 60, on était aussi dans cette euphorie. Juste, moi, je relativise. Mais je reviens encore, il faut avoir un patchwork de toutes les énergies, en particulier, je pèse mes mots, en particulier pour les pays en voie de développement comme le Maroc. Et quel est l'avis de la population marocaine vis-à-vis de ces questions énergétiques, principalement vis-à-vis du nucléaire? C'est une très bonne question. C'est une très très bonne question que vous posez là. Au Maroc, nous avons encore une quarantaine de % d'analphabétisme. Donc il faut juger dans ce contexte. Ça veut dire que je ne dirais pas que c'est un peu le dernier souci des gens, mais pour la majeure partie des gens, il suffit d'appuyer pour allumer l'électricité. Il faut s'appuyer sur l'interrupteur pour appuyer l'électricité sans commencer à penser derrière. Et c'est là que nous avons besoin, d'abord, nous universitaires, et en particulier la société civile, à informer les gens pour que cela devienne, dirais-je, un débat de société. Pour revenir au nucléaire, quand tu as eu Fukushima, il y a eu quelques intellectuels. Ça aussi, c'est un effet de mode. Les gens, il y a eu des associations qui ont été créées contre le nucléaire, sans vraiment... Bon, on a eu quelques débats, d'ailleurs si vous cherchez, vous allez trouver un débat que j'ai eu à la télévision avec une personne qui était... C'est une ophtalmologue qui a créé une société antinucléaire. Donc, pour dire que les gens ils sont contre le nucléaire, juste parce qu'il y a eu un accident de Fukushima et que demain tout le monde va mourir, etc., l'apocalypse et tout ça. Donc, au Maroc, on a besoin, comment dirais-je, d'augmenter le niveau de conscience des gens pour que cette question énergétique devienne justement un débat dans les médias, un débat public pour que tout le monde soit au courant, comme je vous ai dit. Maintenant, si vous êtes à n'importe qui, qu'est-ce que vous préférez? Est-ce que c'est l'énergie du soleil ou l'énergie qui a explosé à Fukushima? Ben, la réponse est vite trouvée pour un citoyen lambda. La réponse est vite trouvée. Et là, je vous assure que vous me lancez une perche que nous devons, au sein de nos pays, je parle maintenant comparativement au Maroc, qu'au niveau de la société, il faut que ce débat commence à devenir public. Et l'université en particulier, là où nous sommes, doit jouer son rôle. Déjà au niveau des étudiants, j'espère que vous allez avoir l'occasion de rencontrer les étudiants, déjà commencer par améliorer leur conscience à ce niveau-là, et après descendre à la population marocaine pour que ce soit un débat. Et là, on peut se poser des questions. Parce que maintenant, même quand on parle de sondage, ça ne veut rien dire. Parce que, comme je vous ai dit, ça reste un petit peu sentimental. Donc, nous avons beaucoup de travail au Maroc à faire dans ce sens. Et pour vous, c'est quoi le degré de sensibilisation qui est nécessaire ou qui est bien pour une société? Est-ce que les gens doivent par exemple savoir comment fonctionne une centrale ou alors ils doivent connaître les avantages et inconvénients? C'est quoi le degré de... Très difficile question. Vous n'avez pas une question plus facile? C'est une question très difficile. Sincèrement, moi je vais vous répondre aussi par une réponse un peu générale. Il faut que tout le monde s'y mette. Il faut que tout le monde se mette, en commençant par exemple chez nous, commençons par l'université, organiser des rencontres. Par exemple, alors, votre présence ici, pour moi, ça aurait été intéressant que vous rencontriez nos étudiants. Déjà, ça commence par là. Bon, excusez-moi de commencer par... Voilà, non mais je vous dis, commencez d'abord au niveau de l'université, après descendre au niveau des lycées, commencer au niveau des lycées, et pourquoi les associations, nous devons développer, nous devons avoir une société civile assez développée, mais consciente quand même, qu'il n'y ait pas d'enjeux politiques, qu'il n'y ait pas d'autres enjeux, qui soient là juste pour des débats publics, pour comprendre que les gens viennent, l'agora, que les gens viennent juste pour comprendre, et sans de prise de position. Vous comprenez ce que je veux dire? Sans a priori, mais venir pour discuter. Et là, il y aura la conscience de toute la société pourra augmenter. Donc commençons par nous, commençons pour la prochaine fois, Inch'Allah, quand vous allez venir, je vais vous organiser une rencontre avec nos étudiants de master, c'est promis. Avec plaisir. Mais du coup, est-ce que c'est un point de vue que le gouvernement partage, le fait d'éduquer la population de manière générale? Oui, je pense que c'est dans la politique générale du gouvernement que d'ailleurs, il n'y a qu'à voir l'encouragement, commencer par le préscolaire, jusqu'au scolaire, jusqu'à l'universitaire, tous les encouragements qui sont donnés, je pense que c'est dans la politique
général du gouvernement d'améliorer cette conscience et de généraliser cette connaissance. Maintenant, il faut que chacun, comme j'ai dit, c'est un peu bateau, il faut que tout le monde y mette du sien, que tout le monde y contribue, à commencer par les familles, à commencer par les partis politiques. Tous les preneurs de décision doivent y contribuer. Parce qu'on a discuté avec des Marocains qui nous ont dit que le système éducatif au Maroc se dégrade malheureusement, avec entre autres l'apparition du secteur privé qui prend de plus en plus de place. Comment lutter contre ça? Alors, écoutez, ça c'est différent. Moi je dirais, on parlait des débats. Le débat peut avoir lieu, que ce soit dans le public, que ce soit dans le privé. Oui, mais le privé va créer un fossé. Non, alors ça c'est là, les problèmes de l'éducation nationale publique, ils existent. Ils existent, il faut les affronter. C'est ce qui a donné la place à ce qui émerge un enseignement privé, malheureusement à deux vitesses. Là, il faut trouver des solutions. Maintenant, pour le débat de société, il peut avoir lieu, que ce soit dans le public, que ce soit dans le privé. Maintenant, il faut faire l'effort pour améliorer l'éducation nationale et surtout le secteur public. Et je pense que le gouvernement aussi a un plan pour faire des améliorations, que ce soit en matière de formation. D'ailleurs, cette année, enfin la rentrée prochaine, on va ouvrir des filières universitaires d'éducation pour former des enseignants qui vont aller au primaire et au secondaire. Maintenant, ils doivent passer 3 années de licence à l'université, après 1 année dans un centre de formation, 1 année de stage dans un lycée ou dans une école, avant de devenir un enseignant compétent. Entre nous, je pense que la France aussi, elle a ce problème. Peut-être à un degré moindre, mais elle a aussi ce problème. De toute façon, c'est un peu des choses qu'on a héritées de la France, malheureusement. Ouais. Certaines mauvaises choses qu'on a, on n'a pas hérité que les mauvaises. Heureusement, il y a aussi des bonnes. Mais ça, comme j'ai dit, donc, il y a un effort qui est fait pour l'amélioration de la qualité. Nous aussi, on souffre de cette qualité. On nous demande, maintenant on dit aux gens, il faut qu'on injecte cette qualité dans l'enseignement public. Je dis bien dans l'enseignement public. Mais le fait est là, ceci va prendre un petit peu de temps, mais revenons à ce qu'on avait dit, pour le débat public, il faut que ce soit dans tous les secteurs de l'enseignement, sans faire la part entre le public et le privé. Mais du coup, est-ce qu'aujourd'hui, dans le master de physique dont vous faites partie, est-ce qu'il y a une formation sur les enjeux géopolitiques de l'énergie? Comme vous venez de le dire, non. Le terme enjeu géopolitique de l'énergie, on ne l'a pas encore dans notre cursus de master. Mais quand on a parlé tout à l'heure, vous m'avez parlé de la sécurité, je vous ai dit qu'on a commencé à l'introduire. Je pense que ça, c'est une bonne idée. Je vous en remercie d'ailleurs. Je vais la souffler à mes camarades, à mes collègues de ce master pour pouvoir l'introduire. L'introduire, il faut l'accréditer. Vous savez, ça ne se fait pas avec un coup. Il faut faire le programme, faire le curricula, le mettre dans tout le canevas, et puis la faire accréditer par la commission d'experts et la faire accréditer par le ministère. Et puis surtout, trouver la personne idoine pour assurer ce cours. Donc ça, je le note, j'en tiens compte, mais c'est très important. Exactement, maintenant je le vois, comme ce qu'on avait dit pour la sécurité, la même chose doit être faite pour ces enjeux, et c'est de là qu'on commence la conscience. Bien sûr. Et le Maroc a accueilli la COP22 à Marrakech. Est-ce que vous avez vu une conséquence de cette COP22 sur la population, sur les étudiants, ou pas? Malheureusement, je vais encore être pas méchant, mais ça a eu un effet de mode, un effet éphémère. Dans le temps, tout le monde en a parlé. D'ailleurs, vous allez avoir l'occasion de discuter mieux, parce que je n'ai pas participé avec les gens qui ont participé directement. Il y a eu beaucoup de choses qui ont été faites. Il y a eu beaucoup de conférences. On s'est tous mobilisés. Bon, je parle maintenant de l'université, je suis sûr, tous les autres secteurs, ils se sont beaucoup mobilisés pour la COP22. Mais malheureusement, on ne s'est pas posé la question et après. C'était une semaine, ou même plus, un mois. Il y avait la pré-COP. Il y avait des choses très intéressantes qui ont été faites dans les différentes régions du Maroc. Après, il y a eu la COP à Marrakech, qui était bien organisée, qui était un rayonnement mondial. Mais après, je pense, alors, à côté de ces événements, il faut toujours se poser la question, quel est l'impact, quel est le retour d'expérience qu'on peut avoir? Et malheureusement, je le dis en toute conscience, moi personnellement, je ne palpe pas, je ne sens pas vraiment l'effet positif que ça devait avoir. Et en particulier, que ce soit, vous m'avez posé la question concernant le cursus, n'est-ce pas? Que ce soit le cursus, mais même, je dirais, sur la mentalité. Je vous donne un exemple, c'est pas la peine? Si, un exemple. Alors, juste après, on a parlé de zéro mica. Zéro mica, ça veut dire éliminer tous les sacs plastiques du Maroc. Ça a été fait à un certain moment. Et puis maintenant, une étude vient d'être faite qu'on est revenu à l'état initial. J'arrête là pour ne pas continuer. Pourquoi on est revenu à l'état initial?
Parce que ça n'a pas été préparé avant. Parce qu'on a, comme j'ai dit, on lance des slogans, on lance des effets de mode, entre guillemets, mais on ne prépare pas. On dit aux gens, éliminez les sacs plastiques, mais il faut préparer l'alternative. Les gens, en général, ils n'ont pas les moyens pour s'acheter des sacs en matière dégradable. Donc il faut peut-être, pourquoi ne pas, subventionner ces sacs dégradables. Il faut préparer l'alternative aux gens. Le petit vendeur de poissons, de légumes, quand il n'a pas de solution, il utilise toujours le sac en plastique. Vous l'avez éliminé dans le formel, il y a beaucoup d'informels qui se sont développés. Donc vous comprenez? Donc je pense que dans des choses comme ça, il faut toujours préparer l'après. Il faut toujours se poser la question, la préparer et puis donner l'alternative à la population. Au lieu de dire j'interdis les sacs en plastique, il faut préparer l'alternative. Quand on interdit, il faut l'interdire, pas seulement le décréter, mais il faut donner aux gens la solution. Si je ne vous donne pas un sac en plastique, il faut que je vous donne quelque chose en plus. Si avant je vous le donnais gratuitement, il faut que je continue à vous donner quelque chose gratuitement. Surtout si vous n'avez pas le moyen d'acheter autre chose. Ou vous demandez à chaque fois, vous me harcelez pour rapporter votre sac pour mettre votre marchandise ou pour mettre vos légumes. Mais si on dit seulement, on décrète l'interdiction et on ne fait rien pour... Donc, ça c'est un exemple. Et ça peut se généraliser. Donc des effets comme ça, je pense, la COP22 c'est très important, mais pour avoir l'effet escompté, il faut le préparer bien à l'avance et surtout se poser la question sur quel impact on y attend et comment réaliser cet impact. Malheureusement, on est pris par le temps, ça fait déjà quasi une demi-heure et vous avez d'autres choses à faire derrière. Du coup, on touche à la fin de l'interview. Et à la fin de chaque interview, on a un partenariat avec une école primaire en CM2. Et c'est la question des enfants. Donc c'est une question qui sera posée directement par des enfants, que l'on va vous transmettre. Et l'objectif de cette partie, c'est de répondre comme si l'enfant est derrière la caméra et vous écoute, donc en vulgarisant vos propos. Aujourd'hui, on va avoir deux questions. C'est la première fois qu'on a deux questions parce qu'on a beaucoup de questions sur le nucléaire. Et du coup, on en profite. Donc là, on a une question d'Eliot, donc qui est en CM2 à Mirabel et Blacon, c'est dans la Drôme. Et la question est la suivante. Est-ce que les déchets nucléaires seront mis sous terre? Donc une question plus globale sur en fait, comment est géré les déchets nucléaires. Merci Mirabel pour cette question. Les déchets nucléaires... C'est Eliot. Eliot. Alors Eliot, il y a... Mirabel, c'est le nom du village. Oh non, pardon. Eliot alors, d'accord. Eliot de Mirabel. Alors Eliot de Mirabel, c'est une très bonne question. D'abord, pour les déchets nucléaires, il y a plusieurs sortes de déchets. Il y a des déchets qu'on retraite, qu'on peut réutiliser. On utilise à d'autres objectifs très importants, même dans l'industrie. Les déchets qui restent à enfouir sous terre sont très très peu. Et ces déchets, ceux qui sont enfouis sous terre, sont enfouis de manière très sécurisée par des gens qui ont fait l'étude géologique de l'endroit où ils vont les mettre. Et pour des milliers et des millions d'années, ils sont vitrifiés. Ça veut dire qu'ils sont mis dans des verres pour que rien ne sorte dessus et que leur stockage soit complètement sécurisé, au moins pour des millénaires à venir. En attendant toujours, comme j'ai dit, puisque la science évolue, de les traiter et de les utiliser autrement. Je vais personnellement pousser un peu la question. Ah, ce n'est plus Eliot. C'est Mirabel maintenant. Maintenant, c'est Mirabel. La technologie actuelle, a priori, est limitée dans l'âge. Et au-delà de 100, 150 ans, on ne garantit pas les fondations de la structure qui permet de protéger les déchets nucléaires. Et les déchets nucléaires durent plusieurs milliers d'années. Comment faire ça? Attention, justement, c'est pour ça que toujours... Alors les déchets nucléaires, déjà au bout de centaines d'années, leur activité baisse de beaucoup. Alors je vous dis, les déchets enfouis, si ma mémoire est bonne, ne représentent pas plus de 2% des déchets en général. Donc c'est déjà très très peu. Et avant de les enfouir, comme j'ai dit, ils sont vitrifiés, ils sont mis dans des verres qui ne laissent rien passer normalement pendant des milliers d'années. Ça veut dire, même si la structure, vous parlez de structure géologique, la structure géologique qui dure beaucoup plus longtemps que ça. Je ne suis pas un géologue, donc je ne vais pas m'avancer sur les questions de géologie. Je parlais des structures en béton qui est faite autour. Non, mais je parle de... Vous avez parlé d'enfouissement sous terre. L'enfouissement, ça se fait dans des structures d'abord naturelles. C'est en dessous de la terre, des roches, etc. Donc déjà ça. Après, il y a la vitrification. La vitrification, c'est des millions et des millions d'années de stabilité. Après, il y a le béton, et après, il y a la structure géologique. Donc moi, je pense que les gens qui ont quand même enfoui ces déchets, ils aiment leur pays, ils aiment les gens qui sont autour. Ils ne veulent pas leur faire de mal. Non. Donc, non, ça vous pouvez en être sûr. Vous pouvez en être sûr.
Et du coup, la deuxième question, donc là c'est plus moi, c'est Zoé. C'est Zoé ce coup-ci. C'est toujours de Mirabel? C'est toujours de Mirabel et Blacon, c'est ça. Et la question est la suivante. Les centrales nucléaires sont-elles dangereuses pour la population? C'est Zoé. C'est Zoé. Alors Zoé, même le couteau de la cuisine, mon cher Zoé, est dangereux quand on l'utilise mal. Donc il faut savoir utiliser, il faut sécuriser, il faut savoir comment utiliser de telle sorte à ce qu'il n'y ait pas de problème. Il faut maîtriser la technologie et je pense qu'en France, vous pouvez être rassuré parce que vous avez des structures, vous avez des organismes qui vous sécurisent complètement vos installations nucléaires et vous pouvez être tranquille. Et même si vous vivez au sein ou à côté d'une centrale nucléaire, chose que je connais bien, vous êtes plus sécurisé que celui qui vit au bord de la plage. C'est parfait. Bah, merci beaucoup, Monsieur Siaouti, pour cette interview. Merci d'être venu. Et j'espère qu'on va vous revoir, comme je dis, la prochaine fois pour vous faire rencontrer nos étudiants pour ouvrir un débat que ne peut être que intéressant pour nous. On l'espère aussi. On espère aussi.